Je vais accueillir tout de suite pour parler des métiers de la rééducation, de la réadaptation, quelqu'un qui nous fait le plaisir d'être là. On est d'ailleurs très ravis de l'accueillir. C'est Carole Bérard, une spécialiste en rééducation pédiatrique à l'hôpital Mère-Enfant de Bron. Elle est chef de service. Rejoignez-moi, Carole Bérard. Alors, on est très heureux de vous accueillir sur ce Mondial des métiers, dans cet espace Agora. Ça va être un petit peu votre témoignage nous est important parce que vous faites partie de ce qu'on appelle nos talents de Rhône-Alpes. Vous avez créé le service de consultation à l'hôpital Mère-Enfant. Dans cette réadaptation pédiatrique, il y a plein de métiers. On va en parler des métiers juste après avec d'autres spécialistes et notamment des kinés qui seront avec nous. Je voudrais revenir un petit peu sur votre parcours à vous. Racontez-moi un petit peu la motivation, vous, et racontez à ces jeunes qui sont ici et qui se cherchent une orientation. Quelle a été votre motivation pour rentrer dans cet univers de la réadaptation? Alors donc je suis d'abord honorée qu'on ait fait appel à moi. Je ne suis pas sûre d'être un talent de Rhône-Alpes. Je pense qu'il y a beaucoup de talents, heureusement, qui suivent des voies différentes. Bref, moi je suis médecin. Alors mon parcours, il n'a rien de bien particulier, mais disons que, j'allais dire, mon orientation a été facilitée parce qu'à l'âge de 12 ou 13 ans, j'ai lu un livre d'Albert Schweitzer en Afrique qui sauvait les petits-enfants. Et quand j'ai lu ce livre, je me suis dit, ça y est, c'est ça que je veux faire, je veux être médecin. C'est vrai? Voilà. Donc ça simplifie toutes les... Pas besoin de venir dans des salons comme ça, puisque je voulais être médecin, c'était, j'allais dire, relativement simple. Donc j'ai fait une spécialité de pédiatrie, et à la fin de ma pédiatrie, je n'avais pas envie de m'installer en ville, comme on dit, comme médecin libéral, et je souhaitais rester à l'hôpital, avec donc une spécialité. Et à ce moment-là, j'avais eu l'idée de faire une première spécialité, mais il y avait déjà quelqu'un, une deuxième, mais il y avait aussi un plus âgé. Et puis finalement, c'est mon patron, quand je lui demandais vers quoi je pourrais m'orienter, qui m'a dit « Vous devriez faire de l'orthopédie médicale » parce qu'on n'aime pas bien confier les petits-enfants à des chirurgiens directement, on préférait que ce soit des médecins qui s'en occupent. Et donc je suis partie sans trop savoir ce que c'était que cette spécialité. Et là, je me suis formée en allant un peu à Paris, en allant à Lyon. Et puis j'ai eu l'opportunité de partir au Canada, dans un centre pilote d'Amérique du Nord de rééducation des enfants. Et là, j'ai découvert un petit peu ce qu'était la spécialité de rééducation des enfants handicapés. Et je me suis dit, eh bien, ça n'existe pas. Non, ça n'existait pas. Hein, voilà. En France, très peu. Dans les hôpitaux de Lyon, en tout cas, il n'y avait pas de médecin de ce type-là. Et donc, j'ai dit, ben voilà, il faut que je fasse ça à Lyon, à l'hôpital. Et donc le parcours c'est très long parce que j'ai été obligée de faire une deuxième spécialité après la pédiatrie, de médecine physique et réadaptation chez les adultes, puisqu'il n'y avait que des services d'adultes. Je suis restée 7 ans comme assistant chef de clinique, à l'époque c'était possible. Et puis après, eh bien, il y a eu l'opportunité d'un service qui était disponible et l'administration des hospices m'a fait confiance et a adopté mon projet, m'a dit allez-y, faites ce que vous voulez. Pour réussir à défendre un projet comme celui-là, de créer un service, de créer une spécialité dans un hôpital, et notamment au HCL, ce qui est quand même pas rien, j'imagine que vous n'avez pas mis en avant que vos qualités de médecin. Il a fallu en avoir bien d'autres pour décider, d'organisation peut-être aussi. Oui, je crois qu'il faut être motivé. Il faut avoir les compétences, bien sûr, se former, il faut savoir persuader les autres, il faut être sûr de son projet. Et puis, voilà, probablement avoir un certain charisme et puis faire des tas de choses pas tellement amusantes pour que j'ai l'aval de mes collègues médecins à l'hôpital. J'ai dû aller voir 50 médecins, chefs de service, pour les convaincre que mon projet était un bon projet, qu'il fallait s'occuper des enfants handicapés et donc qu'ils votent pour moi pour que je sois nommée, etc. Et c'est un peu un parcours du combattant parce que j'avais été donc nommée, je me souviens, première ex-aequo pour avoir un poste de praticien hospitalier. Et puis cette année-là, ils avaient décidé de pas de nommer de nouveaux médecins, mais de prendre ceux de l'année précédente qu'ils avaient mis sur la liste et qui n'avaient pas été nommés.
Donc je n'ai pas été nommée. Et puis l'année suivante, j'ai pensé que c'était bon, puisque j'avais été bien placée. Eh bien non, ils avaient changé la donne cette fois-ci. Donc je m'étais retrouvée 17e ou 20e, donc pas nommée. Donc il faut avoir de la constance, il faut poursuivre son chemin. C'est vrai que j'ai ouvert ce service, donc un service qui s'appelle l'Escale, en 1984. Et je crois que je devais être rémunérée comme médecin vacataire 2 demi-journées par semaine. C'est difficile d'être une femme? Non. Non. Non, pas particulièrement. C'est pas ce qui vous a peut-être compliqué un petit peu Non, je ne pense pas. Dans le milieu médical, dans le milieu des médecins, c'est vrai qu'il y a peu de chefs de service qui sont femmes. C'est essentiellement des hommes, alors que pourtant il y a beaucoup de femmes médecins de plus en plus, je dirais. Par contre, j'ai été aidée plutôt dans mon parcours par le fait que mon mari était, lui, chef de service aussi et professeur agrégé d'orthopédie chirurgie, d'orthopédie pédiatrique. Et c'est vrai qu'on a pu travailler ensemble, en partie ensemble et se compléter. Donc ça, c'était une belle aventure. Oui. Comment fonctionne ce service aujourd'hui? Il a été créé en 84. J'imagine que depuis 84, depuis les premiers accueils, tout cela a bien changé, le fonctionnement a bien changé. Aujourd'hui, vous êtes combien à travailler dans ce service? Alors aujourd'hui, on doit être entre 30 et 35 professionnels au sein de ce service. L'Escale, donc. Voilà, qui est un service qui s'est donc effectivement pas mal développé. Au début, on accueillait beaucoup d'enfants, 80% d'enfants de Rhône-Alpes et 20% au-delà de Rhône-Alpes. Mais heureusement, les structures se sont développées, des CHU, Grenoble et Saint-Étienne se sont mis à se spécialiser aussi. Il y a beaucoup de structures médico-sociales, de type CAMS ou CESAD, qui s'occupent de ces enfants. Et donc, notre population est plus recentrée sur le Rhône, l'Ain, la Saône-et-Loire. Quelles sont les pathologies que vous rencontrez? C'est un service de consultation, hein, donc finalement, ces enfants viennent une journée seulement. Hein. Voilà. C'est vrai que les parents, de plus en plus, c'est une bonne chose, souhaitent s'occuper de leur enfant, bien sûr, et puis l'intégrer le plus possible dans l'environnement familial et social, qu'il puisse aller à l'école, s'il en a les capacités, à l'école du village, qu'il puisse profiter des structures de loisirs ou d'accueil de la commune, et puis être rééduqué par les rééducateurs libéraux qui sont à proximité du domicile ou qui interviennent même à domicile parfois. Donc ces familles risquent d'être un peu isolées et il faut que les enfants puissent être suivis par des spécialistes. Et ce sont des enfants qui ont une déficience motrice? Essentiellement? Alors, essentiellement, nous, notre service s'occupe des déficiences motrices, je dirais même congénitales, enfin indépendamment d'un traumatisme acquis ou d'une maladie survenue secondairement. Il y a aussi notre service accueille des enfants qui ont des troubles des apprentissages. Oui. Et, par exemple? Des polyhandicaps. Alors, les troubles des apprentissages, c'est des enfants qui ont des compétences, mais qui sont en difficulté à l'école. C'est les dyspraxies, les dyslexies, dysorthographie, dysphasie. Des choses dont on s'occupe beaucoup plus maintenant qu'il y a 15 ou 20 ans, où c'était à peine connu. Oui. Et voilà, mais là, il y a beaucoup d'enfants en difficulté à l'école et on manque cruellement de structures pour faire des diagnostics et proposer des thérapeutiques. Donc vous accueillez les parents et l'enfant. Voilà. Généralement, le noyau familial vient vous voir. Quelles sont les demandes les plus fréquentes? Alors, les parents viennent avec leur enfant parce qu'ils aimeraient savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour cet enfant. Parce que, bien sûr, dans tout ce domaine des handicaps de l'enfant, on ne guérit pas les enfants, mais on peut faire beaucoup de choses pour améliorer leur santé et leur rééducation et leur intégration. Est-ce que ce sont des parents souvent qui déjà ont besoin d'un diagnostic médical? Oui, c'est la première chose. C'est la première chose. Si on peut porter un diagnostic, on commence évidemment toujours par cela, avec tout ce que le diagnostic implique comme pronostic, comme avenir éventuel pour cet enfant. Puis parfois, c'est important pour les parents de savoir aussi, de mettre un mot sur une déficience physique. Bien sûr, c'est même, je dirais, indispensable. Et c'est souvent une grande souffrance de pas être, que les médecins ne soient pas capables de porter un diagnostic. Donc ils viennent vous voir, ils restent une journée, vous les conseillez, vous les orientez peut-être aussi vers
les associations, vers d'autres professionnels du milieu de la santé, puisqu'on parle de profession, on parle de métier aujourd'hui au Mondial des métiers. Je pense que les personnes qui sont là sont en train de se demander aussi un petit peu, mais vers quel métier je dois m'orienter dans ce domaine de la santé? Alors, c'est pas les métiers qui manquent. Il y a beaucoup de rééducateurs ou d'éducateurs ou de professionnels de tous ordres qui s'occupent de ces enfants en situation de handicap. Et avec tous des compétences différentes. Et la richesse un peu, je dirais, de tous ces professionnels, la richesse de notre travail, nous en tant que médecins, services hospitaliers, c'est justement la diversité de ces métiers, c'est le fait de travailler. Ça, je trouve que la spécialité, s'il y a des jeunes qui se destinent à la médecine, je trouve que cette spécialité de médecine physique et réadaptation est une spécialité formidable parce que c'est très riche. On se lasse de tout sauf d'apprendre et on apprend énormément, même en tant que médecin bien sûr, on apprend énormément des autres, de toutes les spécialistes, qu'il s'agisse de l'assistante sociale, de la psychologue. Là aussi je parle au féminin parce qu'il n'y a que des femmes, hein. Il y a très très peu d'hommes. On apprend énormément de la kinésithérapeute, de l'ergothérapeute, de l'orthophoniste. Et c'est cette conjugaison de tous ces savoirs qui fait un petit peu la richesse de ces soins. C'est des choses qu'on retrouve d'ailleurs aussi auprès des personnes âgées, par exemple, où vous avez des professionnels, je dirais, de tous ordres, et puis la famille, et puis les aidants familiaux, et toutes ces personnes. Et la richesse, c'est que chacun puisse apporter sa compétence, sa connaissance de la personne en situation de handicap, et qu'en mettant tout ça ensemble et en cherchant des solutions ensemble, on essaye de proposer aux parents les solutions les plus adaptées, et les parents, eux, choisissent quand il y a le choix. Est-ce qu'il faut, selon vous, Carole Bérard, on va juste attendre que l'annonce soit faite, sinon on ne s'entend plus du tout. Allez-y, installez-vous, je vous en prie. Est-ce que tout ergothérapeute, est-ce que tout kinésithérapeute peut travailler avec les enfants en situation de handicap? Est-ce qu'il y a une qualité particulière, en plus évidemment des connaissances médicales? Alors là, c'est une question je dirais, presque de personnalité. Oui. Moi, j'ai régulièrement des collègues qui me disent oh là là, c'est formidable ce que tu fais. Moi, j'aurais jamais été capable de m'occuper d'enfants handicapés. Je pense que c'est la même chose pour les kinésithérapeutes et les ergothérapeutes. Je pense qu'il y a des personnes qui ont trop de difficultés personnelles à aborder des enfants en grande situation de détresse. Maintenant, quand on fait ces métiers, que ce soit médecine ou que ce soit rééducateur, je pense qu'on ne voit pas les choses de la même façon. On voit surtout qu'est-ce qu'on peut apporter à ces personnes. Et à ce moment-là, je dirais, la nature de la déficience, la nature de la maladie est quelque chose de secondaire. Moi, je me souviens, pendant mon internat, j'avais fait un semestre, notamment en hématologie, où il y avait des enfants qui étaient porteurs de leucémie, de choses abominables à l'époque, où beaucoup d'enfants mouraient de ces pathologies. Et j'avais fait un semestre formidable parce que où je m'étais vraiment réalisée, on va dire, entre guillemets, parce que j'avais l'impression, peut-être en étant très à l'écoute des enfants ou des parents, j'avais eu l'impression d'apporter quelque chose et d'avoir amélioré ou d'avoir été bien à ma place, d'avoir trouvé ma place. Oui. Et j'avais su ce que j'avais apporté et ça m'avait donné satisfaction. Donc je crois que c'est une question personnelle. Sûrement tout le monde n'a pas envie de... N'est pas forcément fait pour ça, bien sûr. Comment on fait pour se préparer ou pour s'assurer quand on fait médecine et là peut-être des étudiants se disent oui tiens pourquoi pas la rééducation pédiatrique. Comment on fait pour s'assurer qu'on sera capable de prendre suffisamment de recul par rapport à ces enfants qui souffrent de handicaps différents, variés? Oui, bien sûr. Je crois que là, c'est le rôle des stages dans les services hospitaliers. En tant qu'étudiant, dès la deuxième année, je crois, de médecine, on accueille des étudiants dans nos services. Oui. Donc, pour des stages souvent courts. Et là, on voit arriver de jeunes médecins, enfin de jeunes étudiants en médecine. Et certains, on voit très bien qu'ils ne sont pas du tout intéressés. Et d'autres sont d'emblée
presque passionnés, on va dire, enfin très, très motivés, très intéressés. Je crois que c'est l'intérêt de ces stages et je pense que c'est la même chose pour toutes les autres professions. Vous n'avez jamais été, j'utilise le mot sensible, mais je le mets entre guillemets, à un cas, le cas d'un enfant pendant toute votre carrière, malgré cette motivation qui est celle de se dire je peux faire quelque chose pour cet enfant, c'est ça qui doit me diriger. Vous n'avez jamais été tenté malgré tout parfois de flancher J'ai l'impression que vous me faites passer pour quelqu'un d'insensible. Non, justement, c'est pour ça que je mettais entre guillemets le mot sensible, parce que... Où je trouve du plaisir dans mon métier de m'occuper de ces enfants handicapés. Au contraire. Non, bien sûr, je provoque volontairement, bien sûr qu'on est sensible. Il n'est pas du tout rare qu'au moment où j'annonce un diagnostic des déficiences à des parents, je sens bien que j'ai une petite larme qui coule, que j'essaye évidemment de rendre très discrète et tout, mais parce que je suis en train de me rendre compte que j'annonce des choses qui sont véritablement pas drôles du tout et même assez horribles. Donc bien sûr que l'on est sensible, mais je dirais ça s'arrête là. Après, on est dans une autre dynamique. On est dans la dynamique de se dire qu'est-ce que ou qu'est-ce que nous pouvons, c'est surtout nous dans ces équipes, qu'est-ce que nous pouvons faire pour améliorer les affaires. On peut pas supprimer la maladie, on ne peut pas la traiter, la guérir, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Et il y a plein de choses à faire. Et du coup, on n'est pas là pour s'apitoyer, on n'est pas là pour pleurer avec les parents, on n'est pas les parents. Les parents, ils pleurent, c'est normal. Nous, on n'est pas là pour ça. On n'est pas là, on ne peut pas partager de toute façon leur détresse et leur peine. Et je dirais heureusement, sinon on ne ferait pas long feu, parce que moi, des enfants, j'ai dû en voir 5 ou 6 000. Alors si chaque fois je m'effondrais, je ne serais pas allée bien loin. On est là pour se dire qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la vie de cette famille et de cet enfant. Vous avez créé il y a quelques années, il y a 3 ans, merci beaucoup, le réseau R4P. C'est un réseau justement qui est régional, le réseau de la rééducation pédiatrique. Pourquoi déjà? Quelle utilité, quel intérêt de créer un réseau des établissements des services pédiatriques et des professionnels? Vous savez que les finances de la santé ou même du pays sont pas florissantes. Et donc, alors qu'on a encore des besoins, il y a encore des choses que l'on veut développer, on n'aura pas de moyens supplémentaires. Au jour d'aujourd'hui, à l'hôpital, on supprime des postes, on n'en crée pas de nouveaux. Donc, comment faire? Il faut quand même continuer à aller de l'avant, à développer des techniques nouvelles, à améliorer les choses. Alors, comment est-ce qu'on fait? Il suffit d'optimiser. Il faut optimiser les ressources en personnes que l'on a. Et il y a plein de professionnels formidables dans notre région. D'abord, ils sont très nombreux à s'occuper des enfants en situation de handicap. Il y a énormément de structures, il y a plus de 500 structures. Il y a, je ne sais plus, 15 000 professionnels, ou enfin un nombre extrêmement important, je ne veux pas dire de bêtises dans les chiffres, mais il y a énormément de professionnels dans cette région. Des gens compétents, des personnes ressources, des gens motivés, et aussi des gens très isolés, des gens où il y a une ergothérapeute perdue en Maurienne, dans la vallée de la Maurienne toute seule, qui était super motivée au départ. Elle a fait cette profession, c'est pas pour gagner, c'est pas pour faire fortune. Elle l'a fait parce qu'elle était motivée, et il faut pas qu'elle se démotive parce qu'elle est toute seule, qu'elle a trop de difficultés. Donc il faut créer un réseau, enfin c'était notre idée, créer un réseau pour mettre toutes ces personnes en connexion et essayer de développer des échanges, des formations, des discussions, des fiches de pratique professionnelle, et ça marche formidablement bien. Les professionnels sont très motivés. On a à ce jour 1100 professionnels qui ont adhéré à ce réseau. Et on va avoir notre 3e séminaire là au mois d'avril, et ça marche. Et les autres régions de France nous envient parce que, voilà, mais là encore, il faut un peu de dynamisme, un peu de motiver un peu les troupes, mais bon, ça fonctionne. Le réseau existe, au moins c'est déjà une bonne chose, il existe depuis 2007. Il va peut-être concerner certains d'entre vous si vous vous orientez dans ces métiers de la rééducation et de la réadaptation. Restez avec nous, Carole Bérard. On va accueillir nos autres invités pour l'emploi en débat. Nous allons débattre